Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place à New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, un mot du pétrole, effectivement, là il y a cette offensive saoudienne au Yémen, il y a aussi les négociations avec l'Iran qui reprennent cette semaine. Oui, je dirais qu'il faut faire deux poids, deux mesures. Le Yémen, au niveau de la production de pétrole, c'est 170 000 barils par jour. Ça correspond à 0,1% de la production mondiale, donc ça n'a absolument aucune importance sur les cours mondiaux du pétrole. Je pense que s'il y a un petit rebond sur les cours, c'est parce qu'en fait, on voit que les négociations entre les pays de l'Alliance, les États-Unis, la France, etc., et l'Iran ne vont pas si bien et pourraient échouer d'ici la date butoir de fin mars. Et on avait cette idée que si ces négociations étaient arrivées à bon terme, très rapidement, les Iraniens auraient pu d'abord commencer à revendre le pétrole qu'ils avaient stocké. Ils ont jusqu'à 35 millions de barils stockés dans des vaisseaux dans le Golfe Persique. Et puis après, augmenter leur production. Pour le moment, ils produisent 1 million de barils par jour. Ils auraient pu remonter jusqu'à 2,5 millions. Donc je pense la crainte et la hausse des cours du pétrole, c'est uniquement par rapport à ces négociations qui pourraient s'avérer aller dans le bon sens, mais qui pour le moment n'ont pas du tout l'air d'aller dans le bon sens. Bon, on est autour de 50,40 là sur le brut léger américain cet après-midi. Grégory, les marchés actions US là qui sont à nouveau en baisse, troisième jour de baisse consécutif à Wall Street. Pourtant, on a eu des inscriptions hebdomadaires au chômage plutôt meilleures que prévues, et puis surtout là des premiers chiffres sur le mois de mars, des premières tendances là avec les enquêtes market qui sont plutôt positives. Oui, et là, rien n'y fait, parce qu'en fait, c'est vrai que ces tendances market étaient très positives, que ce soit au niveau des carnets de commandes, que ce soit au niveau de l'emploi. Je crois que là, le marché, et on le voyait déjà depuis quelques jours, a besoin de respirer. C'est-à-dire que il manque totalement de catalystes. Il n'y a pas vraiment de raison d'acheter en ce moment le marché avant la saison des résultats qui va s'avérer quand même assez difficile à cause de la force du dollar, entre autres. Donc, je pense que les investisseurs ont plus peur qu'autre chose en ce moment, et ils prennent chaque occasion pour alléger leur position. On a vu que, en fait, ceux qui baissent le plus, ça a été les leaders de la cote. Ça a été ces 2 derniers jours les valeurs biotech qui se sont écroulés aux États-Unis, qui continuent leur baisse aujourd'hui. Ça a été les semi-conducteurs et ça sera peut-être d'autres actions encore dans la technologie. Donc des prises de profit, il y avait des gros profits et surtout une grande prudence avant la saison des résultats. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission aux alentours de 15h45 pour faire un nouveau point sur cette séance. Donc baisse à Wall Street, moins 0,6% pour le Dow Jones, l'Europe qui corrige également pour le deuxième jour consécutif, moins 1,4% pour le CAC 40, autour de 4 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et New York est en baisse également pour la 3e ou 4e séance consécutive. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place en duplex depuis Mescart Financial Services. Grégory, effectivement, nouvelle séance de baisse. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'on attendait et il fallait que les marchés respirent un petit peu. On commençait à s'essouffler là, que ce soit à Wall Street ou en Europe d'ailleurs. Oui, et je vous dirais même que je suis surpris que ces marchés ne baissent pas un peu plus, pour des raisons, je dirais, plus techniques que réelles. Mais c'est vrai que là, cette baisse de 0,3, 0,4%, c'est pratiquement une stabilisation après la journée qui était très compliquée hier. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que les marchés US, depuis le début de l'année, étaient à peine dans le vert. Hein. Il y a une semaine, on avait une hausse un peu plus de 1% pour le S&P, de 3% pour le Nasdaq, alors que les marchés européens étaient en hausse entre 15 et 20%. Donc un rattrapage de votre côté, ou une baisse de votre côté est peut-être moins étonnante, et puis il y a peut-être moins envie ici aux États-Unis de jouer le côté bearish. Mais tout ça, c'est à voir. Vous savez, on est qu'au début de la journée. Bon, début de séance effectivement, donc dans le rouge pour l'instant. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage et puis des premières enquêtes sur le mois de mars. Hein. On sent que le premier trimestre sera peut-être un peu compliqué en termes de croissance aux États-Unis, hein, parce qu'on a eu pas mal de déceptions en matière de statistiques économiques. Il y a évidemment le climat, un mois de février encore très compliqué pour la côte est, notamment Grégory. Bon, est-ce que sur mars ça pourrait aller un petit peu mieux là? Écoutez, en tout cas d'après les premiers signes, c'était ces statistiques market, notamment au niveau des services, les choses allaient plutôt mieux. À 2 niveaux. Un niveau qui est fondamentalement important, c'est l'emploi.
Pourquoi est-ce qu'un chef d'entreprise engagerait s'il n'était pas optimiste pour l'avenir? Et puis aussi au niveau des nouvelles commandes, ça c'est un peu plus normal puisque les commandes avaient fortement baissé en février. Mais c'est vrai que ce market, cet indicateur qui est nettement au-dessus de 50, est un signe plutôt encourageant pour le mois de mars. Mais à vrai dire, je crois que actuellement les marchés sont moins dans l'attente des indicateurs économiques qu'on appelle macro que dans l'attente de cette saison des résultats qui va bientôt arriver, où on va pouvoir mesurer non seulement l'impact de l'hiver, évidemment, mais surtout l'impact d'un dollar qui s'était fortement renforcé depuis le début de l'année, et avec ses conséquences négatives pour les exportations, évidemment. Bon, un dollar qui s'est un petit peu affaibli ces derniers jours. Hein. C'est vrai qu'on a une correction des tendances fortes là qu'on a pu observer, la baisse de l'euro, la hausse du dollar, tout ça corrige également un petit peu. Sur le pétrole aussi, alors là, pour des raisons peut-être un peu particulières qu'il faut rappeler, mais c'est vrai qu'on a eu un fort rebond du pétrole. Alors c'était très fort ce matin, on gagnait 4-5% sur le brut léger américain, ça s'est un petit peu calmé, mais néanmoins on rebondit assez nettement au-delà des $50. On pense bien sûr au Yémen. Il n'y a pas que le Yémen, enfin derrière ce qui se passe au Yémen et l'offensive saoudienne, il y a aussi l'Iran bien sûr, Grégory. Oui, à mes yeux, le Yémen, c'est un peu une excuse, c'est un peu de la fumée. Comme je le disais tout à l'heure, le Yémen, c'est 170 000 barils par jour, c'est moins de 0,2% de la production mondiale. Donc, c'est même pas un petit joueur, c'est un joueur sur l'échelon global. Par contre, l'Iran, et c'est vrai que avec ces négociations stratégiques entre les États-Unis et l'Iran, là, il y a vraiment un enjeu. L'Iran, c'est actuellement 1 million de barils par jour, excusez-moi, mais un potentiel de monter à 2,5 millions de barils par jour si on pouvait libéraliser de nouveau la vente de pétrole pour les Iraniens. Vous savez qu'il y a des grosses sanctions. Ça, on le saura d'ici la fin du mois si les négociations qui sont menées en Suisse s'avèrent positives. Et je dirais que c'est peut-être cette crainte de levée de cet embargo qui fait remonter le pétrole. Mais à part ça, rien n'a changé. On aura de nouveau des chiffres d'inventaire sûrement au plus haut. La consommation globale n'est pas du tout en train d'augmenter. Et je vous dirais que le signe le plus intéressant que je vois ce matin, c'est que les compagnies pétrolières aux États-Unis, que ça soit Chevron ou Exxon, sont en baisse. Elles ne profitent pas du tout du rebond. Donc c'est pas encore un pari qu'on peut faire sur le rebond de l'énergie. Ouais, c'est un secteur qui recule également chez nous, hein, le secteur oil and gas qui recule de 0,6% environ en Europe cet après-midi. Grégory, on peut redire un mot avec vous du deal de Warren Buffett et de son ami brésilien là à la tête du fonds de private equity 3G. Donc les deux amis là rapprochent Heinz qu'ils avaient racheté il y a quelques temps déjà, il y a 2 ou 3 ans je crois, et ils vont rapprocher Heinz de Kraft, donc une énorme fusion. Là ça va créer le 5e groupe agroalimentaire au monde, le 3e aux États-Unis. C'est pas une histoire de croissance, c'est ce que vous nous dites Grégory, c'est bien ce qu'il faut comprendre là. C'est pas une histoire de croissance, c'est pas une histoire de qualité de la nourriture non plus. Je m'explique. Alors pour la qualité, Heinz, on peut dire a un produit phare qui est évidemment le ketchup, qui a été vraiment décliné sur beaucoup de registres avec le ketchup spicy mexicain, je ne sais quoi, qui est un bon produit. À part ça, Heinz, ils ont des surgelés qui sont en chute libre au niveau des ventes. Alors Kraft, c'est un autre problème. Kraft, c'est vraiment l'emblème de la mauvaise nourriture américaine. C'est le macaroni and cheese. Le fromage, ou ce qu'ils appellent du fromage, c'est un produit qui est pratiquement chimique, émulsifié, qu'on trouve même en bonbonne, si on veut. C'est très difficile d'imaginer que là, on cherche à augmenter des parts de marché, surtout à l'étranger. C'est ça la grande question. Personne n'achète des produits Kraft en France, en Europe ou en Italie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser les coûts, faire des coupes sombres dans l'emploi, et surtout, vraiment, comme je dis, contrôler les coûts. On entend par exemple que 3G contrôle Heinz. Ils vont jusqu'à contrôler le nombre d'imprimantes et le nombre d'impressions sur les photocopieuses couleurs qui sont faites dans leur bureau quotidiennement. Donc c'est un contrôle absolument obsessif des prix qui peut amener une amélioration des marges. Et je pense que là, on a abandonné pour ces deux compagnies l'idée d'avoir une belle croissance organique. Bon, alors effectivement, c'est pas une histoire de croissance aux États-Unis, mais est-ce que justement c'est pas ce qui manquait à Kraft, l'international d'une certaine manière? On se souvient que Kraft c'était scindé en deux. Alors il y a Mondelez qui sont plutôt les produits et les marques internationales du groupe, et puis Kraft Food qui est resté très centré sur les États-Unis avec des marques souvent qui existent uniquement, voire quasi uniquement aux États-Unis. Grégory, alors il y a Philadelphia qu'on connaît désormais un peu maintenant en Europe et en France. Mais est-ce que justement il leur manquait pas ce relais à l'international et l'histoire de croissance, elle va se jouer à l'extérieur des États-Unis là?
Écoutez, si vous êtes un optimiste, c'est ce que vous allez dire, mais si vous êtes un réaliste, vous allez dire que les produits de Kraft sont tellement médiocres et sont tellement même en baisse de vente aux États-Unis. Les gens achètent de moins en moins de ces produits de faux fromages, de fromages qui ont un goût de plastique, que de les vendre en Europe. Ça va être extrêmement difficile. Donc, je n'arrive pas vraiment à comprendre une logique industrielle de développement à l'international Kraft. Et comme vous le disiez, Mondelez a des bons produits, des produits qui se vendent très très bien en Europe. Kraft allait pas très bien aux États-Unis. Ils auront beaucoup de peine à s'imposer dans les supermarchés en France, en Italie ou en Angleterre, où les gens quand même sont devenus un peu plus exigeants, surtout vis-à-vis de ce genre de produits laitiers et fromagers. Bon, un deal qui est basé sur la réduction de coûts. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre derrière le rapprochement de Kraft et Heinz. Grégory, on peut dire un mot de la techno aussi, là, Facebook qui ouvre son application Messenger aux développeurs extérieurs, justement, développeurs d'applications extérieures. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Messenger là? C'est quoi l'ambition de Facebook avec sa messagerie? On a l'impression que Facebook a beaucoup d'ambition avec sa Messenger. Vous vous souvenez que la semaine dernière, ils avaient introduit un système de paiement sur Messenger qui avait été extrêmement bien reçu par les investisseurs, par les marchés. En ouvrant Messenger aux développeurs, ça veut dire qu'on peut développer des applications sur Messenger, par exemple des clips vidéo et je ne sais quoi. En fait, il y a évidemment énormément de possibilités. Messenger, il faut vraiment savoir que c'est Facebook sur le portable. C'est une façon de plus pour Facebook de rentabiliser une acquisition qu'ils avaient faite et qui, en gros, ne rapporte pas en soi de l'argent, mais plus on va développer les possibilités d'utiliser Messenger, plus il peut y avoir des raisons de trouver des revenus. Donc là aussi, une fois de plus, Facebook continue d'avancer, j'irais même à contre-courant. Si vous regardez l'action Facebook, c'est une des meilleures, des mieux orientées, même une de celles qui a le mieux résisté dans la baisse de ces derniers jours, avec là une initiative qui sera sûrement très très bien saluée, même à court terme par les marchés. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc le président de Mescard Financial Services en duplex et en direct depuis New York avec nous chaque après-midi, les marchés américains